La juge fédérale Raina Washington conduisait sa Honda Civic en direction de Birmingham pour le mariage de sa nièce lorsqu'elle entra sur le territoire de Fairfield, où une barrière policière improvisée occupait la chaussée. Elle était habillée comme une femme ordinaire, sans plaques officielles ni escorte, car elle voulait voyager discrètement. Le sergent Devon Mitchell leva la main pour lui ordonner de s'arrêter. Raina se gara sur le bas-côté, conservant son calme. Mitchell s'approcha avec arrogance, l'examinant comme s'il cherchait un motif de provocation, et annonça qu'elle était soi-disant en excès de vitesse et sans ceinture, des accusations qui éveillèrent immédiatement la suspicion de la part du policier. Raina comprit que Mitchell ne cherchait pas à appliquer la loi, mais à exercer le pouvoir par l'intimidation. Quand elle affirma calmement qu'elle n'avait commis aucune infraction, le sergent réagit avec irritation, suggérant qu'elle avait besoin d'apprendre à respecter l'autorité. Il lui saisit le bras avec une force délibérée, un geste qui révélait l'abus derrière cette mascarade. Deux auxiliaires s'approchèrent, insinuant qu'ils devraient l'emmener au commissariat pour une correction. Raina resta ferme, refusant de montrer la peur, observant chaque action tout en essayant de mesurer jusqu'où ils étaient prêts à aller dans cette violence injustifiée qui était clairement motivée par une pure corruption locale. Poussée contre la voiture de patrouille, Raina décida de ne pas encore révéler son identité. Elle voulait comprendre l'ampleur de la corruption de Fairfield en observant le comportement du sergent sans la protection de son titre judiciaire. L'un des policiers donna un coup de pied dans la portière de la Civic et se moqua d'elle, prétendant qu'elle se prenait pour quelqu'un d'important. La juge sentit l'impact, mais garda le regard fixe. À leur arrivée au commissariat, Mitchell cria en annonçant qu'ils avaient ramené une femme insolente qui avait besoin d'être éduquée. L'environnement révélait un mépris absolu, avec des murs sales, des bureaux en désordre et un climat évident d'abus institutionnalisés pratiqués depuis de nombreuses années là-bas. Mitchell ordonna d'inventer des accusations pour justifier l'arrestation, instruisant les auxiliaires de fabriquer des preuves. Raina fut placée dans une cellule avec deux femmes qui l'observaient avec curiosité et peur. Elle resta silencieuse, calculant chaque étape et écoutant attentivement comment les policiers commentaient la manipulation de rapports et l'intimidation routinière des citoyens. Le sergent croyait pouvoir briser sa résistance en l'isolant dans une cellule encore plus petite. Le capitaine Williams, en la voyant, trouva étrange son comportement maîtrisé et se méfia de la version présentée. Il ordonna qu'elle soit interrogée séparément, percevant que cette détention avait quelque chose de profondément erroné depuis le début. Peu après, un convoi de voitures noires arriva au commissariat, provoquant la panique parmi les policiers. C'étaient des véhicules fédéraux. Le sergent pâlit en réalisant qui était descendu, le procureur général des États-Unis. Celui-ci exigea des explications immédiates, interrogeant Mitchell sur les accusations et demandant des preuves. L'analyse du dossier révéla des contradictions évidentes et des dénonciations inventées. Le procureur général ordonna qu'on le conduise jusqu'à la femme détenue. Dès qu'il vit Raina, il demanda son nom. Elle révéla alors, avec un calme total, qu'elle était la juge fédérale Raina Washington, responsable de dossiers de grande importance dans le district nord de l'Alabama. Un silence total envahit l'endroit entier. La révélation transforma l'atmosphère. Mitchell perdit complètement son sang-froid, réalisant qu'il avait commis des crimes graves contre une autorité fédérale. Le capitaine Williams, désormais conscient de l'ampleur de la situation, prit ses distances avec le sergent et réaffirma qu'il avait perçu des irrégularités dès le début. Le procureur général déclara que Mitchell était en état d'arrestation pour abus d'autorité, violation des droits civiques et manipulation d'accusations. Deux auxiliaires s'approchèrent pour le menotter. Dans un geste désespéré, Mitchell présenta des documents de retraite, affirmant que sa pension était déjà garantie. Cependant, une vérification révéla que la procédure ne prendrait effet que quelques jours plus tard, annulant sa tentative d'échapper à ce résultat inévitable. Avant d'être emmené, Mitchell tenta d'entraîner d'autres policiers avec lui, affirmant que la moitié du département participait au système de corruption. Ces cris provoquèrent une commotion immédiate parmi les présents. Le procureur général, aux côtés de la juge Washington, ordonna la formation d'une task force pour enquêter en profondeur sur tout le comté de Jefferson. Des agents fédéraux commencèrent à saisir des dossiers, des ordinateurs et des registres internes.
Reina observait tout en silence, consciente que son attitude initiale avait permis d'exposer quelque chose de bien plus grand qu'une simple approche abusive. La communauté, en apprenant la présence fédérale, commença à se rassembler en masse devant le commissariat. En quelques heures, des chaînes nationales arrivèrent pour couvrir l'affaire. Des reporters interviewaient des habitants qui racontaient des années de peur et de persécutions arbitraires. La juge Washington, enfin sortie de la cellule, marcha dans les couloirs en observant les réactions de ceux qui l'avaient agressée auparavant. Le procureur général l'informa que des dizaines d'arrestations auraient lieu dans les jours suivants, impliquant policiers, auxiliaires et fonctionnaires municipaux. Des documents remis par Williams montraient que la corruption touchait même les bureaux du comté. Reina ressentit un poids émotionnel, non pas pour la souffrance qu'elle avait vécue, mais pour la réalité affrontée quotidiennement par des citoyens sans aucune protection institutionnelle ni voix face à ce système profondément inhumain et persistant. Avec l'enquête avançant, des agents du FBI isolèrent des secteurs entiers du commissariat et saisirent des preuves de manipulation de registres, de détournement de biens saisis et d'extorsion. Reina, déjà reprenant sa posture judiciaire, fournit au procureur général un bref récit des faits, soulignant qu'elle n'avait pas réagi plus tôt afin d'observer jusqu'où le département irait. Le procureur reconnut son courage, comprenant que son action avait révélé non seulement des crimes individuels, mais un schéma systématique. Dehors, les habitants criaient des mots de soutien, remerciant d'être enfin entendus. La présence de la juge symbolisait l'espoir après tant d'années de silence forcé dans toute la région. Quand la nuit tomba, tous les policiers impliqués furent suspendus et des ordres judiciaires furent émis pour protéger documents et témoins. La juge Washington n'était pas encore retournée à son engagement familial, mais elle comprenait que quelque chose de bien plus important avait requis son intervention. Le mariage serait reporté, mais pas pour une raison triste. Son courage avait déclenché des changements structurels. Le procureur général la remercia formellement pour son attitude, affirmant que l'intégrité démontrée là servirait d'exemple aux autorités du pays entier. Reina quitta le commissariat déjà comme un symbole de résistance, observé par des caméras qui transmettaient en temps réel chaque pas de cette transformation historique. Des jours plus tard, la Task Force publia des résultats préliminaires, indiquant des décennies de pratiques illégales couvertes par les autorités locales. À chaque nouvelle révélation, le courage de Reina était mentionné comme catalyseur du changement. Des communautés voisines commencèrent à signaler des abus similaires, élargissant la portée de l'enquête. La juge retourna au tribunal de Birmingham, accueillie avec un respect renouvelé. Ses collègues reconnurent le risque qu'elle avait pris en affrontant des policiers corrompus sans révéler immédiatement son identité. Elle répondit simplement qu'elle avait fait ce qui était nécessaire. Le travail de reconstruction institutionnelle ne faisait que commencer, mais il y avait enfin un chemin clair vers une réelle responsabilisation dans tout le comté. Quand le mariage eut enfin lieu 2 mois plus tard, Reina y assista avec sérénité, sachant que cette célébration représentait plus qu'une union familiale. Elle représentait la clôture symbolique d'un cycle de courage et l'ouverture d'un autre basé sur une justice renouvelée. Ses proches l'accueillirent avec fierté, commentant comment la nouvelle s'était répandue dans tout l'État. Elle sourit discrètement, consciente qu'il restait encore beaucoup de travail. Cependant, ce jour-là, elle s'autorisa un rare moment de paix, sachant qu'en affrontant seule un système corrompu, elle avait contribué à transformer la réalité de milliers de personnes en situation de vulnérabilité continue. Dans les jours qui suivirent l'opération fédérale à Fairfield, la juge Reina Washington devint une figure encore plus respectée à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. Il n'était pas courant qu'une autorité de son niveau affronte seule une barrière policière corrompue, reste silencieuse face à des agressions et, malgré tout, conserve le sang-froid nécessaire pour permettre que tout le système soit exposé sans un seul mot d'avertissement préalable. Ses collègues commentaient que peu auraient la froideur émotionnelle pour supporter des humiliations intentionnelles, simplement pour observer le comportement naturel des impliqués. Reina, cependant, savait qu'il y avait des moments où le silence était plus puissant que n'importe quel discours public. La Task Force fédérale avançait rapidement, révélant des documents cachés, des enregistrements falsifiés et des témoignages obtenus par intimidation contre les habitants.
Le procureur général insistait pour que l'enquête soit approfondie et chaque jour de nouveaux noms étaient ajoutés à la liste des suspects. Lors d'une réunion, des agents du FBI informèrent que le système géré par le sergent Mitchell impliquait non seulement la manipulation de contraventions et d'arrestations frauduleuses, mais aussi le camouflage d'agressions et des extorsions illégales qui touchaient des dizaines de victimes vulnérables dans la région. Reina écouta attentivement, le visage grave, tandis que les agents rapportaient que même des mineurs avaient été contraints. Le capitaine Williams, qui avait montré une certaine intégrité le jour de l'arrestation, collaborait en remettant des dossiers et registres ignorés pendant des années. Son témoignage fut essentiel pour démanteler le réseau interne de corruption. En gratitude pour son attitude, Reina veilla à ce qu'il bénéficie d'une protection fédérale, car le risque de représailles était évident. Cependant, même en collaborant, Williams portait la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt. Une nuit, il demanda à parler à Reina en privé, confessant qu'il percevait des irrégularités, mais craignait de perdre son emploi s'il défiait le système. Elle répondit que le courage n'arrive pas toujours au début, mais qu'il arrive quand il est le plus nécessaire. L'affaire devint un sujet national. Dans les émissions de télévision, des experts discutaient de l'impact d'une juge fédérale qui, sans l'avoir voulu au départ, avait exposé des décennies d'abus institutionnalisés. Les commentaires soulignaient que si une personne dotée d'autorité avait pu être arrêtée, poussée et humiliée sans justification, imaginez ce que subissaient les citoyens ordinaires. L'histoire raviva les débats sur la responsabilité policière et l'égalité raciale devant la loi. Reina, bien qu'habituée à l'attention médiatique, maintenait une discrétion maximale. Elle ne parlait que le nécessaire et se concentrait sur sa fonction. Pendant ce temps, le mariage de sa nièce, précédemment reporté, fut réorganisé avec une joyeuse attente de la part de la famille. À Birmingham, les fonctionnaires du tribunal organisèrent discrètement un cercle de soutien pour Reina, démontrant respect et solidarité face à l'épisode. Elle passait des heures à écouter les récits de victimes qui se sentaient enfin encouragées à dénoncer des agressions subies auparavant. Beaucoup arrivaient au tribunal tremblants, craignant des représailles. Reina tenait à accueillir chaque personne avec empathie, leur rappelant que la justice devait protéger et non détruire. Ce contact intense avec des histoires douloureuses renforçait sa détermination à soutenir la task force fédérale. À chaque témoignage, elle percevait à quel point la corruption de Fairfield avait des racines profondes, répandant une souffrance quotidienne et invisible pour ceux qui regardèrent de loin. Lors d'une conférence de presse à Montgomery, le gouverneur déclara son soutien total aux actions fédérales et promit des changements structurels dans l'État. Tandis que des agents fouillaient des commissariats dans les villes voisines, ils découvraient que le système de Mitchell avait inspiré des pratiques similaires dans d'autres départements. Des documents trouvés montraient que certains chefs de police avaient adopté des méthodes comparables, utilisant des persécutions sélectives comme forme de contrôle social et de collecte illégale. L'enquête s'étendit au-delà des frontières de Jefferson, révélant un système bien plus vaste. Reina suivait les progrès avec sérieux, consciente que sa rencontre avec Mitchell avait déclenché un changement inattendu, mais nécessaire. Malgré la lourde charge émotionnelle, Reina maintenait sa routine judiciaire. Au tribunal, ses jugements restaient fermes et équilibrés. Ses collègues commentaient que son attitude après l'incident semblait encore plus convaincue. Elle analysait chaque dossier avec une attention redoublée, réfléchissant à l'importance de son rôle de gardienne des droits constitutionnels. Un jour, en examinant des documents, elle trouva une lettre laissée anonymement. Dedans, un habitant de Fairfield la remerciait d'avoir senti, pour la première fois en années, que quelqu'un luttait vraiment pour la justice. Les mots étaient simples, mais sincères, et touchèrent profondément la juge, renforçant sa conviction que le courage est contagieux quand quelqu'un décide de rompre le silence. La restructuration de la police de Fairfield exigea des semaines de travail intense. Des agents fédéraux installèrent une équipe provisoire pour remplacer les officiers arrêtés. Le nouveau commandement avait pour priorité de rétablir la confiance publique. Lors de réunions ouvertes, les habitants relataient d'anciens abus d'une voix ferme, percevant que leurs histoires seraient désormais enregistrées officiellement. Reina participa à certaines de ces réunions en tant qu'observatrice, conservant une posture réservée mais offrant une présence symbolique importante. Son image représentait un nouveau cycle.
et sa seule présence suffisait à calmer ceux qui craignaient encore des représailles. Quand le mariage eut enfin lieu, Reina arriva accompagnée de certains membres de la famille, accueillis par des embrassades émues. La cérémonie se déroula dans une chapelle illuminée, décorée de fleurs claires, qui transmettaient la sérénité. Sa nièce, souriante, la remercia d'être présente, malgré le chaos des dernières semaines. Reina sourit discrètement, ressentant du soulagement en voyant que la famille restait unie, même avec le report forcé. Pendant la réception, certains invités commentèrent son courage, mais elle évita de parler de l'affaire, préférant se concentrer uniquement sur la joie de cette célébration. C'était un rare moment de paix au milieu des responsabilités. Après le mariage, Reina retourna au tribunal avec un sens du devoir renouvelé. L'enquête fédérale se poursuivait et de nouvelles audiences surgissaient chaque semaine. Le procureur général lui rendit visite pour discuter de stratégies à long terme. Il était prévu de mettre en place des programmes de prévention, de formation des agents et de supervision continue pour empêcher la résurgence de pratiques corrompues. Reina approuva, soulignant que les changements réels exigeaient non seulement la punition, mais la construction de structures solides. Le procureur général loua son attitude équilibrée, soulignant que son action était devenue une référence pour les autorités de plusieurs États. Quelques mois plus tard, le rapport final de la Task Force fut publié. Il recensait les arrestations de plus de 30 autorités, dont des officiers, des auxiliaires et des fonctionnaires publics complices des abus. Le document décrivait également les défaillances structurelles qui avaient permis au système de prospérer si longtemps, ainsi que des recommandations pour une restructuration complète des départements impliqués. Lors d'une conférence officielle, le procureur général déclara que le courage de la juge Reina Washington avait été fondamental pour déclencher tout le processus. La juge suivit l'annonce à distance, préférant conserver la posture discrète qu'elle avait toujours adoptée face aux médias. Par la suite, la presse publia des reportages approfondis, montrant que la conduite de la juge avait inspiré d'autres dénonciations dans les États voisins. Des organisations civiles commencèrent à envoyer des lettres de remerciement et de soutien, reconnaissant que des cas comme le sien démontraient l'importance d'autorités engagées pour la légalité. Reina recevait tout avec humilité. Dans son bureau, elle n'exposait qu'un petit cadre contenant le titre original qui citait son courage. Pour elle, cet objet symbolisait non la gloire personnelle, mais la responsabilité qui accompagnait chaque décision prise par quelqu'un qui occupait le siège de la justice. Un après-midi, en quittant le tribunal, Reina fut abordée par une femme âgée de Fairfield. Elle tenait une enveloppe simple et, d'une voix tremblante, la remercia d'avoir libéré la ville d'un cycle d'oppression. La vieille dame raconta que son petit-fils avait été victime d'accusations fausses et que, grâce à l'enquête, son nom serait enfin blanchi. Reina écouta attentivement, touchée par l'histoire. Quand la femme s'éloigna, la juge réfléchit qu'aucune décision judiciaire ni opération fédérale n'était abstraite. Tout se traduisait en vies réelles affectées. Cette perception renouvela son engagement envers la justice. Avec le temps, Fairfield commença à devenir une référence en matière de reconstruction institutionnelle. De nouveaux agents furent recrutés, les formations revues et les protocoles mis à jour. La relation entre police et communauté changea progressivement. Les habitants qui évitaient autrefois de sortir la nuit marchaient désormais sans peur. Les enfants jouaient dans les rues et les commerçants rapportaient une augmentation de l'activité après la fin des pratiques abusives. Reina observait tout à distance, consciente que des changements durables exigeaient une vigilance constante. Cependant, elle était fière de voir une ville renaître après des décennies de douleurs silencieuses. 1 an après l'incident, la juge reçut une invitation pour prendre la parole à Montgomery sur l'éthique publique et la responsabilité institutionnelle. Dans l'auditorium bondé, Reina parla avec fermeté, expliquant que le courage n'est pas toujours une démonstration de force visible. Parfois, c'est la décision de rester silencieux au bon moment pour que des vérités cachées émergent spontanément. Le public applaudit debout. Elle conclut en disant que la justice n'est pas un poste, mais un choix quotidien, et que chaque personne qui affronte la corruption, à l'intérieur ou à l'extérieur du système, contribue à un pays plus intègre et humain. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Reina rangea son discours dans son tiroir, respira profondément et observa par la fenêtre le ciel tranquille.
Elle savait que la lutte contre les injustices ne prendrait jamais complètement fin, mais elle savait aussi qu'elle avait accompli son rôle quand on avait le plus besoin d'elle. Et dans ce moment silencieux, elle comprit que son passage au commissariat de Fairfield n'avait pas été un hasard. C'était le destin, l'appel et la responsabilité réunis. Le courage qu'elle avait démontré résonnerait pendant de nombreuses années, rappelant à tous que le pouvoir légitime n'existe que lorsqu'il est utilisé pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes.